Cette détermination fut trop heureuse. Entre le soir chez l'hôte, le capitaine me pria par pour me dire qu'on était la vie dans la journée, parlait à l'admiral de notre conversation du matin. Il lui avait été injoint de se conformer à ses instructions. Je n'ai pas m'empêché de répondre avec vivacité que j'étais sûr que l'empereur allait ordonner le renvoi immédiat des 3 chevaux qu'on avait mis à sa disposition. L'officier auquel j'ai fait connaître du reste la réponse que l'empereur m'avait fait le matin à son sujet me dit qu'il pensait aussi que c'était très bien de renvoyer les chevaux, qu'il n'y avait rien de mieux à faire, réponse que j'accréditais par l'humeur qu'il éprouvait lui-même du rôle qu'on lui imposait. En sortant de chez nos hôtes, l'empereur continua de se promener dans l'allée. Je lui appris ce que venait de me dire l'officier anglais. On eût dit qu'il s'y attendait, mais je ne m'étais pas trompé. Il m'ordonna de faire renvoyer les chevaux comme ce contretemps m'avait été fort sensible. Je lui dis avec un peu de vivacité peut-être que s'il me le permettait, j'allais rentrer pour remplir ses ordres sur le champ. À croire, il répondit avec une gravité et en son devoir toute particulière. Non, monsieur, point de me, rarement on fait bien. Dans cette situation, il faut toujours laisser s'écouler la nuit sur l'injure de la veille. Nous continuâmes jusqu'à près de minuit. La température était délicieuse. Vendredi 10. Aujourd'hui, après nos travaux ordinaires, l'empereur prenant une direction nouvelle a été sur la route de la vie jusqu'au point d'où l'on aperçoit les rades et les vaseaux. Au retour, il a été rencontré dans le chemin peu Madame Balcombe, la maîtresse de notre maison, est ou Madame Stuart, jeune femme de 20 ans, fort jolie, retournant de Bombay en Angleterre. L'empereur a causé avec elle des usages de l'Inde, des désagréments de la mer, surtout pour les femmes d'Écosse. Patrie de Madame Stuart, beaucoup d'océans, et la félicité de ce que le climat de l'Inde avait respecté son tête d'Écosse. Des esclaves chargés de lourdes caisses. Au croisé notre route, Madame Balcombe leur ayant dit fort rudement de s'éloigner. L'empereur s'y est opposé, disant « Respect au fardeau, madame !» À ces mots, Madame Stuart, qui n'avait cessé de chercher avidement à la dérober les traits et la physionomie de l'empereur, là s'échappa tout pas à sa voisine. « Mon Dieu, que voilà une figure et un caractère bien différent de ce qu'on m'avait dit !» Samedi 11 au lundi 13, notre vie était de plus régulière, Bryce. Tous les jours, après m'avoir dit-elle, l'empereur sortait entre 3 ou 4 heures. Il se rendait au jardin. Là, en se promenant, il dictait à celui qui était venu de la ville pour le travail local, écrivait sous la petite tonnelle. Vers les 5h30, il se rendait en tournant la maison de nos voisins, dans l'allée inférieure à laquelle il s'attachait chaque jour davantage. Ceux-ci alors se trouvaient à leur dîner, ce qui assurait entièrement notre repos et la liberté de cette promenade. J'y venais joindre l'empereur. Il y attendait qu'on l'avertît qu'il était servi. L'empereur y descendait encore après son dîner. Quelquefois même, on y apportait son café. Mon fils se rendait chez nous
voisins et nous demeurions à continuer la promenade. Nous marchions alors des heures entières, ce que se plongeait parfois fort avant dans la nuit quand la lune nous éclairait. C'est là qu'à sa douce température, nous oublions la chaleur brûlante du jour. Jamais l'empereur n'était plus causant, ni ne se trouvait de distraction plus complète dans la longueur et l'abandon de ces conversations que se plaisait à raconter son enfance. Les premières années de sa jeunesse, les sentiments et les illusions qui d'ordinaire les embellissant enfin les états de sa vie privée depuis qu'il avait joué un rôle sur les grandes scènes du monde. J'ai reporté ailleurs ce que j'ai cru pouvoir répéter. Il semblait parfois embarrassé de voir parler trop longuement et de voir exprimer des choses trop minutieuses. Et me disait alors, mais à votre tour, à présent un peu de votre histoire aussi. Vous n'êtes pas conteur. Je n'avais garde, juste trop crainte de perdre quelque chose de ce que m'attachait si vivement. C'est dans une de ces promenades nocturnes que l'empereur disait qu'il avait été fort occupé dans sa vie de deux femmes très différentes. L'une était l'art et la grâce, l'autre l'innocence et la simple nature, et chacune observait qu'il avait bien son prix. Dans aucun moment de la vie, la première n'avait de position ou d'attitude qui ne fût agréable ou séduisante. Il eût été impossible de lui surprendre ou d'en éprouver jamais aucun inconvénient. Tout ce que l'art peut imaginer en faveur des êtres était employé par elle, mais avec un tel mystère qu'on n'en apercevait jamais rien. L'autre, au contraire, ne soupçonnait même pas qu'il peut y avoir rien à gagner des innocents artifices. L'une était toujours à côté de la vérité. Son premier mouvement était la négative. La seconde ignorait le mensonge. Tout autour de lui était étranger. La première ne demandait jamais rien à son mari, mais elle devait partout. La seconde n'hésitait pas à demander quand elle n'avait plus, ce qui était fort rare. Elle n'aurait pas cru pouvoir jamais rien prendre sans payer aussitôt. Du reste, tous les deux étaient bonnes, douces, fort attachés à leur mari. Mais on les a déjà devinés sans doute, et quiconque les a eus reconnaît les deux impératrices. L'empereur disait qu'il les avait constamment trouvées de l'humeur la plus égale et d'une complaisance absolue. Les mariages du Marie-Louise accomplis à Fontainebleau immédiatement après son arrivée. L'empereur, déroutant toute l'étiquette, convenu fut au devant d'elle et monta déguisé dans sa voiture. Elle fut agréablement surprise quand elle vint à le connaître. On lui avait toujours dit que Berthier, qui était venu l'épouser par procuration, Vienne était pour la figure et l'âge l'exacte ressemblance de l'empereur. Elle s'achevait qu'elle y trouvait une heureuse différence. L'empereur voulut lui épargner tous les détails de l'étiquette touristique en usage dans pareilles circonstances. Elle en avait du reste soigneusement instruite à Vienne. L'empereur, pour ce qui les regardait personnellement, lui demanda quelques instructions elle avait reçues de ses grands-parents. D'être à lui tout à fait et de lui obéir en toutes choses fut sa réponse. Et ce fut aussi pour l'empereur la solution de tout cas de conscience et non les décisions de certains cardinaux ou évêques comme on l'a dit dans le temps. D'ailleurs,
Dans la même circonstance, Henri IV, on avait agi de la sorte. Le mariage avec Marie-Louise, disait l'empereur, se proposa et se conclut dans la même jour et sous la même forme et conditions que celui de Marie-Antoinette, dont le contrat fut adopté pour modèle. Depuis la séparation avec Joséphine, on traitait avec l'empereur de Russie pour une de ses sœurs. Les difficultés ne reposaient en guerre que sur des arrangements religieux. Les princes Eugène, causant avec M. de Schwarzenberg, apprit de lui que l'empereur d'Autriche ne serait pas éloigné de donner sa fille. Il en fit part à l'empereur. Un conseil fut convoqué pour décider quelle alliance de la Russie ou de l'Autriche serait la plus avantageuse. Eugène Talleyrand feront pour l'Autriche Cambacérès par la contre. La majorité fut en faveur d'une archiduchesse. Eugène fut chargé d'en faire l'ouverture officieuse. Et le ministre des Relations extérieures reçut des pouvoirs de signer dans les jours même si l'occasion s'en présentait, ce qui en effet arriva ainsi.